Le double éthérique ne souffre pas autant que l'être humain. Les pyramides d'Égypte ont été construites en utilisant des techniques simples et en ayant une densité de matériaux différente de celle d'aujourd'hui. Des techniques telles que l'utilisation de graisses animales ou végétales pour réduire la friction et la contribution de nombreux travailleurs, comme des esclaves et des volontaires, ont permis leur construction. La musique jouée pendant le travail des blocs de pierre a également aidé à alléger le fardeau. Les proportions mathématiques des pyramides ont été créées à partir de mesures précises réalisées à l'aide d'une roue plutôt que de calculs mathématiques complexes. Les Égyptiens avaient également incorporé des connaissances astronomiques et mathématiques dans les pyramides, même s'ils ne les comprenaient pas réellement. Les pyramides ont été construites pour abriter les pharaons dans l'au-delà et pour conserver leur énergie vitale. Des structures complexes ont été créées pour protéger les pharaons dans le monde de la mort. Dans cette synthèse, il est mentionné que dans l'ancienne Égypte, les pharaons se faisaient momifier pour accéder à l'énergie vitale de leurs objets et serviteurs momifiés. Cependant, ce processus de momification a entraîné une transformation chimique des corps, libérant ainsi les âmes des pharaons après quelques siècles. Les pyramides ont ensuite été abandonnées pour permettre à l'humanité de transcender la réincarnation de manière différente. Il est également évoqué que la destruction du corps physique nourrit le monde de la mort et entraîne la perte d'évolution spirituelle. Lorsque l'humanité évolue vers une conscience supérieure, le monde de la mort perçoit cela comme un suicide collectif et cherche à manipuler les humains à travers des conflits religieux. La synthèse conclut en affirmant qu'il y aura une fin relativement finale dans les 10 prochaines années et un choix d'humanité où l'intelligence détruira l'amour. Vice-versa. Enfin, il est suggéré que la peur ressentie en présence de l'auteur est due à des expériences vécues dans le rêve qui terrorisent l'ego. La différence entre un extraterrestre et un paraterrestre réside dans leur origine et leur perception du temps. Un extraterrestre vient de l'extérieur de la Terre et peut être n'importe quel être animé d'une conscience qui n'est pas tributaire de notre planète. Lorsqu'il approche des humains, il est influencé par leurs attentes et peut se présenter sous une forme qui leur est familière. En revanche, un paraterrestre est un être humain qui possède une conscience terrestre mais aussi une conscience extraterrestre. Il a la capacité de voyager dans le temps et vient du futur pour s'exprimer dans notre présent. Il cumule l'expérience planétaire et extraterrestre, vivant dans un monde parallèle mais exprimant sa conscience dans un autre monde parallèle, notre présent. Le paraterrestre a une conscience supramentale et a la faculté de traverser les sphères du temps. La conscience extraterrestre de l'avenir, appelée paraterrestre, est missionnée pour accomplir des tâches en accord avec les objectifs de son temps. Il n'y a pas d'ego ou d'opinion personnelle dans leur société, donc ils agissent selon la nécessité et la perfection pour mener à bien leur mission. En revanche, dans notre monde terrestre, l'ego et l'inertie peuvent rendre nécessaire la motivation pour effectuer une tâche. Dans un futur possible, appelé le choix de l'homme nouveau, l'ego n'existerait plus et l'inertie serait inexistante, ce qui permettrait une action immédiate et intelligente. La mission de chacun de nous consiste à faire attention aux émissions, probablement de gaz à effet de serre, pour préserver l'environnement. Plutôt que de parler de mission, je préfère utiliser le terme de fonction écologique. Toutes les personnes vivant dans ce monde, ou dans un futur parallèle, ne sont pas nécessairement investies d'une mission spécifique. Ils ont cependant une fonction, bien que celle-ci ne soit pas liée au temps. Dans ces mondes futurs, les individus sont tous intelligents et dépourvus d'ego, ils fonctionnent uniquement basés sur l'intelligence. Il est possible de transformer une actualité dans le but d'apporter des changements au passé, et ainsi éliminer des problèmes karmiques dans le futur. Certains paraterrestres ont la fonction de revenir dans le passé pour modifier des archétypes et éliminer des problèmes existentiels. Tous les habitants de ces mondes futurs n'ont pas de fonction temporelle, mais ils ont une fonction dans leur actualité. Le Nazarien est un exemple de paraterriste qui sauve des gens sans que ceux-ci ne le suivent forcément. Certains individus sont placés dans des situations spécifiques dans le but de servir un objectif précis. Le narrateur explique qu'il a un travail à accomplir qui peut sembler stagnant, mais qui est important dans les sphères spiritualistes. Des entités de l'avenir redescendent dans notre futur pour être des instruments de changement. Le texte aborde différents sujets tels que le voyage dans le temps, la paraterrestralité et la fusion du corps éthérique avec le corps physique. Selon l'auteur, le Nazaréen, probablement en référence à Jésus-Christ, est vivant de nos jours dans 2000 villes, où il est crucifié symboliquement. La paraterrestralité est décrite comme un état d'hibernation où le corps de lumière se terrestrifie et traverse le temps pour rejoindre le paraterrestre.
Le corps matériel doit être préparé à recevoir des effets rhétoriques pour devenir rhétorique lui-même. Une distorsion entre les mondes parallèles risque de créer des parasites et des trous dans la conscience du paraterrestre, qui pourrait perdre son propre monde. Finalement, le double éthérique rejoindra l'être humain paraterrestre, lui permettant de fusionner sans avoir à traverser de longues expériences et souffrances de vie. La création d'un double éthérique implique de grandes souffrances. Pour l'être humain, afin de pouvoir fusionner avec le paraterrestre. Cependant, le paraterrestre a déjà vécu cette souffrance il y a quelques milliers d'années. Lorsque le double éthérique et le paraterrestre se fusionneront, cela engendrera la naissance d'un nouvel être, différent de ce que nous connaissons. Le corps éthérique, qui a été terrestrifié pour préserver la mémoire, attend dans un état de catalepsie sustemporelle jusqu'à ce que le corps physique soit prêt à être éthérifié. Au niveau de la conscience, il est difficile de calculer le temps dans le présent actuel, car il y a différentes transpositions à faire selon les systèmes de datation. Dans le futur, la datation sera structurée à partir de l'entrée dans l'ère nucléaire de l'humanité et il y aura une fusion des datations planétaires. Le système actuel basé après Jésus-Christ sera abandonné et un nouveau système sera établi en fonction de la création du système solaire. Il est donc important de considérer ces changements lorsqu'on parle de datation dans le futur. L'interlocuteur discute de la chronologie des événements et de la datation dans un contexte futur où une langue d'évolution et de communication d'énergie sera utilisée. Il mentionne que la chronologie ne sera plus basée sur l'année mais sur la rotation et la translation du Soleil à travers la galaxie. Il explique qu'une année dans ce système de datation représenterait plus de 2000 ans selon nos années actuelles. Il ajoute que la datation du cri, personne dont il parle, dépend de la datation universelle employée dans un avenir plus avancé. L'interlocuteur refuse de révéler certains détails liés à son travail planétaire en raison de l'instruction astrale et de la nécessité de garder certaines informations confidentielles. Finalement, il mentionne brièvement les bienfaits des techniques Feldenkrais par rapport à d'autres approches pour améliorer le corps et le système nerveux. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la coloration des cheveux et de l'importance accordée à l'apparence physique. Il affirme que la couleur des cheveux n'a pas d'importance dans les relations sociales et qu'il est préférable de se concentrer sur ce que les gens disent plutôt que sur leur apparence. Il souligne également que l'évolution biologique de l'homme peut entraîner la perte des cheveux et qu'il est inutile de se faire des transplantations capillaires. Il explique que lorsque le cerveau travaille davantage, il génère de la chaleur et entraîne une meilleure programmation neuronale. Cela nécessite une plus grande oxygénation et une meilleure circulation sanguine dans le cerveau, ce qui peut entraîner la chute des cheveux. L'auteur mentionne également des opérations chirurgicales qui permettent de limiter la chute des cheveux en réduisant l'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu, mais souligne que cela peut avoir des conséquences sur la santé globale du corps. Finalement, il pose la question de la survie de l'homme et de sa quête d'être lui-même, soulignant un paradoxe égoïste dans cette recherche. Le texte aborde le concept du passé et du paradoxe. L'auteur affirme que le passé n'existe pas, car lorsque l'on se rappelle du passé, on le fait dans le présent. Il souligne l'importance de pouvoir supporter les paradoxes pour développer une conscience plus élevée. L'ego ne peut pas comprendre les paradoxes et cela crée un conflit interne. L'auteur présente des exemples de paradoxes pour illustrer cette idée. Elle souligne également l'importance d'être instantané dans sa compréhension des paradoxes. Le texte aborde ensuite la question de la croyance et du doute, expliquant que les deux sont similaires car ils sont tous deux basés sur l'espoir que ce que l'on croit est vrai. L'auteur explore ensuite l'idée de rejeter la science tout en la utilisant pour comprendre sa vie, ainsi que l'idée que seuls ceux qui ont choisi de devenir de nouvelles personnes ne connaîtront pas la guerre mondiale. Finalement, R souligne que la planète est en évolution et que notre propre évolution dépend de notre capacité à embrasser le changement. L'idée exprimée ici est que la création n'est pas parfaite, mais plutôt débile. Elle est le résultat d'une explosion massive qui a créé un équilibre entre les différentes espèces. Ce phénomène est appelé harmonie ou paix. Les lois naturelles dictent cet équilibre et les limitations qu'il impose. L'être humain a la capacité de changer les lois, mais cela peut rompre l'équilibre et entraîner des forces incontrôlables. Les lois humaines sont nécessaires pour maintenir l'équilibre social. Au-delà de la création, il n'y a ni temps ni espace, donc pas de loi. L'auteur aborde plusieurs sujets liés à la création, à l'intentionnalité et à l'alimentation. Il soulève des questions sur la notion de loi dans un état d'intentionnalité et remet en question notre façon de choisir notre nourriture. Il suggère de manger selon notre faim réelle plutôt que morale et de se
Fier à notre propre goût. Il met en garde contre l'épice qui fausse la perception de la nourriture et critique la qualité de la nourriture dans les restaurants chics. L'auteur invite à une réflexion plus profonde sur notre relation avec notre alimentation et sur l'impact de nos choix sur notre bien-être physique et spirituel. Le narrateur parle de son expérience dans les restaurants où il est déçu par les plats qui ne correspondent pas à ses attentes. Il évoque son désir de manger des betteraves, mais celles qu'on lui sert n'ont pas le goût de la betterave. Malgré les arguments en faveur de la cuisine raffinée, il estime que c'est plutôt la fin de la cuisine. Il propose alors de rééduquer son goût en mangeant des aliments non épicés et en prenant le temps de les apprécier. Il raconte ensuite l'histoire de sa vache, qu'il traite pour obtenir du lait. Les fermiers étaient surpris que la vache ne soit pas fatiguée après une demi-heure de traite intense. Le narrateur buvait ce lait et le donnait à ses enfants, qui le trouvaient étrange, car il ne venait pas de la compagnie. Après un certain temps, le lait avait un goût gras car il était riche en matières grasses. Ils en font du beurre en laissant reposer le lait, en récupérant la crème et en la brassant à la main. Plus tard, le narrateur a utilisé une sécheuse pour faire du beurre plus facilement. Lorsqu'il a dû vendre sa vache, ils ont dû acheter du lait, qui avait un goût fade en comparaison. Finalement, il remarque que maintenant qu'ils boivent seulement de l'eau, tout leur semble sans goût.